Thomas Jefferson est un des fondateurs des États-Unis, puisqu'il a rédigé la Déclaration d'indépendance. Il a été gouverneur de Virginie. À un peu plus de 40 ans, il est nommé ambassadeur à Paris, auprès de la cour de Versailles, et il va rester 5 ans, jusqu'à la Révolution, mais il partira un peu avant la Révolution française. Et c'est un homme d'une culture universelle, exceptionnelle. Il est véritablement, parmi les esprits de son temps, celui qui est aussi bien à l'aise dans l'architecture, dans l'agriculture. Et justement, c'est l'agriculture qui l'intéresse. Le vin, il a essayé d'en faire en Virginie, il a échoué, il ne savait pas que le phylloxéra était dans le sol. Mais il s'intéresse à ça parce qu'il est physiocrate, c'est-à-dire il croit que l'agriculture est la vertu dominante d'un État moderne. Donc il veut que les États-Unis deviennent une grande nation agricole. À l'époque, on ne parlait pas d'industrie. Et c'est ça qui va le porter vers la vigne. Mais il pense que ce sera dans un deuxième temps. Il pense qu'il faut d'abord des céréales, des pommes de terre, et puis après viendra le temps du vin. D'autant qu'à l'époque, on boit très peu de vin aux États-Unis. Et véritablement, Jefferson est une exception dans la société américaine de son temps. Et naturellement, il brille à Paris, puisqu'il est d'abord, c'est un homme de grande culture, et il s'intéresse à tout. On va avoir l'exemple de ce voyage, il s'est cassé le poignet en 1787, et il va partir en cure à Aix pour soigner son poignet. En fait, c'est un voyage qui va durer 4 mois. Les ambassadeurs à l'époque pouvaient prendre du bon temps, et il va voyager à travers, ce qui est étonnant pour l'époque, à travers les vignobles. Ben oui, il va faire le tour de France des vignobles, il s'intéresse beaucoup à ça, en Bourgogne, mais aussi à Bordeaux, un peu partout. Et son intérêt va le porter vers le détail, vers la façon dont les choses sont faites. Par exemple, cet ambassadeur ne va pas du tout aller dans les grandes familles. Par exemple, à Dijon, il aurait pu aller dans la très haute société de l'époque, du Parlement de Bourgogne. Pas du tout, il va trouver un tonnelier qui va lui faire visiter la Bourgogne et lui raconter tout ce qui va l'intéresser, c'est-à-dire des choses vraies. Ça, c'est aussi une approche tout à fait étonnante, d'abord du métier de diplomate, ambassadeur des États-Unis tout de même, et la façon dont la culture du vin va se développer, d'abord aux États-Unis, puisqu'il a été l'un des fondateurs de l'œnologie, en quelque sorte, américaine. Il va même écrire un dictionnaire des termes du goût. Par exemple, silky, soyeux, n'est pas sweet, hein, ce n'est pas doux, c'est extraordinaire qu'en 1780, un Américain qui était né aux États-Unis, en fait, d'une famille du Pays de Galles, mais enfin, d'une famille déjà américaine, pouvait entrer dans de tels détails, alors que même en France, c'était assez peu développé. Le vin est apprécié à la cour. Par exemple, on a, en 1784, à l'époque de Louis XVI, on a un état des caves, un compte-rendu d'une visite de cave. Il y a 655 bouteilles de Clos Vougeot. Vous avez 200 à 300 bouteilles de Chambertin, de Richebourg. On boit à la cour de Versailles de très bons vins. Alors ce sont des vins qui ont une dizaine d'années, voyons, on les laisse un peu vieillir, mais les concurrents, par exemple, du Clos de Vougeot, qui appartient alors à l'abbaye de Cîteaux, qui vend son vin à Versailles, ce sont le Tokay, ce sont les vins de Constance en Afrique du Sud, qui sont déjà très connus, et puis bien sûr le Madère, enfin des vins comme ça.
Le vin a toujours fait partie des exportations, enfin pour la France, et les États-Unis sont assez vite devenus un pays que l'on regardait de près parce qu'on s'apercevait qu'il y avait une clientèle éventuelle, avec beaucoup de concurrence, parce que les Italiens vendaient leur vin, les Allemands vendaient leur bière, enfin on n'était pas seul sur le marché américain. Alors est-ce que le vin a été un élément diplomatique ? Il l'a certainement été, notamment à l'époque de la Prohibition. Lorsque les Américains, pour des raisons morales, ont interdit la vente de l'alcool et aussi du vin, ainsi que de la bière, forcément, c'est un immense marché qui s'est écroulé pour la France, car on vendait déjà beaucoup de vins. On vendait même ces vins assez étonnants qui étaient les sparkling, c'est-à-dire des vins effervescents, des rouges d'ailleurs, c'était du sparkling Clos Vougeot, on vendait ces vins effervescents, des mousseux, du Clos Vougeot ou du Chambertin. Et ben, tout ça a disparu en quelques années, alors que c'était des marchés très profitables. Le vin a certainement joué son rôle, mais à la table des négociations, au moment du dîner, enfin, on ne peut pas dire que c'était considérable. En revanche, lorsque la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin est née au Clos Vougeot, ils se sont bien aperçus que les ambassadeurs américains étaient très importants dans cette stratégie de conquête du marché américain. Et parmi les premiers chapitres, à la fin des années 30, vous avez tous les ambassadeurs américains successifs qui sont venus au Clos Vougeot. Donc nous étions bien conscients de la nécessité. Puis nous avons encore quelques querelles. Les Américains appellent Chablis n'importe quel vin blanc, et encore, pas toujours. Burgundy, un mauvais vin rouge. Bon, ben, depuis des années, dans les négociations, on essaie d'interdire, enfin, d'obliger les États-Unis à respecter les appellations d'origine contrôlée. Alors ça évolue un peu parce qu'eux-mêmes souhaitent des appellations d'origine contrôlée pour leurs vins de Napa ou de Sonoma. Alors évidemment, s'ils le demandent, ils sont obligés de lâcher un peu de lest. Enfin, il y a dans les affaires internationales des questions qui touchent au vin, soit clairement sur le plan économique ou sur le plan des appellations, soit plus discrètement lorsque l'on reçoit quelqu'un, on lui donne une bouteille par exemple de son année de naissance. Tout le monde est sensible à un geste comme celui-là. Il y a beaucoup de liens entre raisin et pouvoir. Raisin, peut-être pas. Vin, sûrement. Et toute l'histoire de France, vous savez, 89 avait été une année de disette. On n'avait rien produit, il y avait eu un très mauvais hiver, et la Révolution, pour une part, est née de ça. Et vous trouvez dans toute l'histoire les grandes révoltes du début du XXe siècle dans le Midi, en Champagne. Enfin, il y a toujours eu une force politique dans la production de vin et dans la société vigneronne, qui était traditionnellement plutôt à gauche. C'était un peu comme les typographes dans l'industrie, parce que les vignerons vendaient souvent directement leur vin, et ils le faisaient aussi. Hein. Celui qui produit des céréales, il va porter ça au moulin, à la coopérative, tandis que le vigneron, il fait son vin, ce qui implique une culture plus élevée. Et ces vignerons ont souvent été des foyers d'agitation politique, un peu en avance sur leur temps, et notamment avec leurs idées sociales. Ça a un peu évolué, hein, la situation, enfin du moins dans certaines régions. Alors donc il y a effectivement, chaque fois que l'on touche au vin, à sa réglementation, à ses interdictions, une évolution, on le comprend bien. Pour des raisons de sécurité routière, par exemple. Il est évident qu'on ne pouvait pas laisser se faire n'importe quoi. Mais la loi Évin est un très bon exemple des sensibilités extraordinairement brûlantes
qui apparaissent très vite lorsque l'on parle du vin. Mais déjà, des habitudes ont complètement changé. On boit un verre de vin, on pratique la demi-bouteille, au restaurant du moins. Et par exemple, le cognac ou le marc de Bourgogne n'est pratiquement plus jamais servi après un repas. Alors qu'il y a encore 30 ans, c'était quelque chose d'assez habituel et normal, où on prend un apéritif, mais on boit moins de vin. Les mœurs ont beaucoup changé, les restaurateurs le savent. Alors, c'est pas forcément mauvais, hein.